Le sang coulait entre ses doigts, et pourtant, elle n'a pas crié. Elle aurait eu toutes les raisons de hurler, de s'effondrer, de tout lâcher. Mais ce jour-là, Aïssata serrait juste les dents et continuait de travailler. La clé à cliquet brisée avait tranché la peau entre son index et son majeur. Le métal avait cédé d'un coup sec, tranchant la chair comme du papier. La douleur était fulgurante. Mais dans ce garage poisseux de cambouis et d'indifférence, personne ne s'arrêtait pour une blessure. Surtout pas quand on s'appelait Aïssata, qu'on était mère célibataire et qu'on devait tenir tête à un monde qui vous préfère docile et invisible. « Tout va bien, madame ?» demanda une voix grave derrière elle. Elle se retourna à peine. C'était le nouveau. Un grand type mal rasé, casquette sale enfoncée sur le crâne, un peu trop discret pour être honnête. Il avait été présenté ce matin même par le chef d'atelier, juste comme Jean. « Rien de grave, répliqua-t-elle sèchement en se nouant un vieux chiffon autour de la plaie. Je vais pas perdre mon boulot pour quelques points de suture. De là où il se tenait, Marcus avait du mal à avaler sa salive. Car ce que personne ici ne savait, c'est que ce jeune maladroit, c'était lui, Marcus Belcourt, PDG de Mecaforce, une chaîne de 8 garages, héritée de son père 6 ans plus tôt. Il avait pris cette décision il y a 3 jours. Enfiler des fringues bon marché, se glisser dans l'un de ses propres ateliers comme simple ouvrier et voir de ses propres yeux comment ses employés vivaient leur quotidien. Il ne s'attendait pas à ça. « Tu devrais aller à l'hôpital, » dit-il doucement. « Ça a besoin de points. » Aïssata lâcha un rire amer. « Bien sûr. Et pendant que j'y suis, je leur dis aussi que je ne peux pas bosser pendant 2 semaines. J'ai 2 enfants à nourrir et un loyer à payer. Tu veux m'aider? Aide-moi à soulever ce moteur pendant que l'autre abruti est au téléphone. » Marcus s'exécuta, mais ses yeux balayaient l'atelier. Les outils délabrés, les gants troués, les crics fuyants. Un vrai champ de mine. « Vous bossez avec ça, sérieusement? » demanda-t-il, jouant l'innocent. « Bienvenue dans le vrai monde, » répondit Aïssata en forçant un sourire. « Les nouveaux outils sont pas dans le budget, paraît-il. » Elle jeta un regard vers le bureau vitré. À l'intérieur, le chef d'atelier, Pascal Grolet, tapait nerveusement sur son téléphone, confortablement assis, ventre rebondi sous une chemise de marque. Sa BMW, flambant neuve, garée devant l'entrée, brillait sous le soleil. « Aïssata !» hurla-t-il en sortant brusquement. « La Civic devait être prête il y a 1 heure. Et toi, le bleu, tu veux garder ton poste? Déplace ces cartons ?» Marcus vit comment Aïssata se raidissait à la voix de Pascal, comme si chaque mot était une gifle. Il remarqua aussi que Pascal ne criait jamais sur les autres, juste sur elle. Dans l'entrepôt poussiéreux où il déplaçait les cartons, Marcus trouva un vieux classeur. Des rapports d'accidents. Beaucoup. Trop. Le nom d'Aïssata revenait sans cesse. Coupures profondes, brûlures chimiques, doigts écrasés. Toujours classés comme erreurs humaines. Mais ce qui glaça Marcus, c'était un autre document. Une note interne de Pascal à la direction expliquant comment il optimisait les coûts en repoussant la maintenance des équipements. Et en bas, une signature numérique de son propre service financier. Son cœur se serra. Il avait laissé ça arriver. À force de chercher la rentabilité, il avait couvert, sans le savoir, ou pire, sans vouloir le savoir, une gestion toxique et dangereuse. De retour à l'atelier, Aïssata s'acharnait sur une pièce récalcitrante. Ses mains tremblaient. « Pourquoi t'es encore là ?» demanda-t-il à voix basse. Elle leva les yeux, dur, brûlant. « Parce que partout ailleurs, on me ferme la porte. Parce que certains pensent qu'une femme noire n'a rien à faire sous un capot. Parce qu'ici, aussi pourri soit ce garage, ils savent au moins que je connais mon métier. » Ce soir-là, Marcus resta longtemps assis seul dans sa voiture face à l'atelier. Il regardait l'enseigne rouillée « Mecaforce » suspendue de travers. L'entreprise de son père. Celle qui, autrefois, se voulait modèle d'intégrité. Désormais, un terrain de souffrance, de racisme déguisé et de négligence létale. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce bleu maladroit n'était pas venu ici pour observer. Il était venu pour changer les règles du jeu. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Les visages cachés du pouvoir. Le lendemain matin, il faisait encore nuit lorsque Marcus se gara discrètement devant l'atelier.
Il ne portait plus la tenue complète de l'ouvrier, mais conserva la vieille casquette sur la tête, pas pour cacher son identité, mais pour observer encore sans détourner l'attention. Aïssata arrivait à son tour, boitillant légèrement. Le chiffon ensanglanté autour de sa main n'avait pas été changé. Pas de soins, pas de pansement, juste la douleur, toujours là. Elle entra sans un mot. Marcus, lui, pianotait sur son téléphone. Message de Vanessa Chen. Directrice juridique. Fidèle alliée de longue date. Document prêt. Ultra confidentiel, tu veux autre chose? Réponse sèche, sois au garage à 14 heures. Amène l'auditrice. Personne d'autre. Vanessa n'était pas n'importe qui. C'était la fille d'un immigré que son père avait formé autrefois. Sa loyauté allait au fondement de l'entreprise. L'humain avant les chiffres. Pas au comité des actionnaires. À l'intérieur du garage, la journée commença dans un claquement sec de talons. Pascal, encore lui, rassemblait les ouvriers d'un ton martial. « Écoutez bien, gronda-t-il. Le siège veut de meilleurs résultats. Pas d'heures sup, pas de nouveaux outils et surtout, zéro plainte. » Il planta ses yeux sur Aïssata comme un tireur vise une cible. « Surtout toi. Tes jérémiades, c'est terminé. » Aïssata ne baissa pas les yeux. Elle répondit, calme et tranchante. « Mes demandes, ce sont les obligations légales de sécurité. »« Légales ?» ricana Pascal. « Tu crois qu'un inspecteur va perdre son temps pour toi? Une mécanicienne remplaçable qui joue à la victime ?» Marcus serra les poings. Mais il se tut. Les heures passèrent. Il travailla aux côtés d'Aïssata, silencieux, attentif. Ce qu'il vit le bouleversa davantage. Elle réparait avec une précision presque chirurgicale, diagnostiquait une panne d'injection en quelques secondes avec un multimètre cassé et un simple fil de cuivre. « Où t'as appris ça ?» murmura-t-il. « Mon père. Petit garage de quartier. Il a tout perdu quand une chaîne nous a écrasés avec ses prix. »« Quelle chaîne ? Autofix Express. » Avant que ce soit racheté par Mecaforce. La gifle fut brutale. Le premier rachat de Marcus comme PDG, la perle économique présentée par son équipe financière. Il n'avait jamais su, jamais regardé derrière les chiffres. Et ce jour-là, il comprit que ce rachat stratégique avait détruit des vies. À 14 heures pile, une berline noire se gara devant le snack d'en face. Vanessa en descendit avec Sofia Karminski, auditrice légale surnommée le détecteur de fraude dans le métier. Ils s'installèrent à l'écart, loin des yeux de Pascal. Vanessa sortit sa tablette. « On a tout, dit-elle. Pascal a détourné des fonds prévus pour la sécurité, signature falsifiée. Comment c'est possible que ça soit passé? Parce qu'un audit standard ne voit rien. Nous, on a lancé une analyse judiciaire. Et il y a pire, ajouta Sofia. Les rapports d'accident sont truqués. Le vrai taux est 10 fois plus élevé. C'est un système de dissimulation. » Marcus blêmit. Il allait parler, mais un message anonyme s'afficha sur son téléphone. Une vidéo. Pascal riant à un autre cadre. « J'ai engagé une femme noire pour calmer les RH. Elle s'est bricolée, c'est bien, mais au premier mot sur la sécurité, je la vire. Bellecour n'est jamais là de toute façon. » Marcus leva les yeux, son regard noir de colère contenue. « On a tout ce qu'il faut ?» demanda-t-il. « Et plus encore » confirma Vanessa. « La question maintenant, c'est « qu'est-ce que tu vas faire ?» Le garage bourdonnait comme une ruche agitée. Un client important venait d'arriver, le maire de la ville. Costume 3 pièces, sourire électoral, poignée de main visqueuse. Pascal, transpirant d'excitation, l'accueillit comme un roi. « Cette voiture doit passer en priorité » cria-t-il. « Et Aïssata, tu t'en charges personnellement. Pas d'erreur. Ce bolide vaut plus que ta vie. » Marcus suivait la scène de loin, l'estomac noué, jusqu'à ce qu'il voie l'impensable. La voiture du maire était perchée sur un cric hydraulique, fissuré, suintant de partout. Un sifflement aigu fendit l'air. Le cric émit un craquement sinistre. Aïssata recula d'un bond, pur réflexe. Pascal, furieux, s'élança vers elle. « Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Tu veux ridiculiser la boîte devant. » Boum! La voiture s'effondra brutalement. Le maire devint livide. Mon Dieu! Quelqu'un aurait pu mourir. Pascal tenta de récupérer. Petit incident, erreur humaine ou sabotage. Rien de grave. Mais Aïssata en avait assez. « Ce n'est pas une erreur humaine, » hurla-t-elle enfin. « J'ai signalé ce cric des dizaines de fois. J'ai envoyé des mails, des formulaires, tout est documenté. »« T'es viré !» Tout de suite, cracha Pascal, les veines du cou prêtes à éclater. Et personne n'avait vu le petit sourire de Marcus. Ce sourire qui naît quand tout a été prévu. Les tablettes de Vanessa et Sofia contenaient déjà les preuves. Les enregistrements, les documents.
et même la vidéo du maire qui assistait à la scène. Les clients autour avaient dégainé leur téléphone. Tout était filmé, en direct, en silence. Personne ne sera licencié aujourd'hui, déclara alors Marcus en avançant. Pascal se tourna confus. Quoi, t'es qui, toi? Marcus retira sa casquette. Marcus Belcourt, PDG de Mecaforce. Le silence s'abattit comme un couperet. Pascal recula, blêmite, puis tenta de rire nerveusement. Une blague, hein? Une caméra cachée? Mais Vanessa s'avança et montra la tablette. Lecture. J'ai engagé une femme noire pour calmer les RH. La salle devint glaciale. Sophia enchaîna avec les tableaux, les finances truquées, les fausses signatures. Le maire recula d'un pas comme si Pascal était contagieux. « C'est criminel, murmura-t-il. Je n'ai fait que répondre aux objectifs absurdes de ce type. » Hurla Pascal en pointant Marcus. Ses coupes de budget, ses cibles intenables. Un murmure d'inquiétude traversa les ouvriers. Et puis Marcus parla, d'une voix calme, mais acclable. « Tu as raison. J'ai ma part de responsabilité. J'ai fermé les yeux. J'ai cru qu'un bon bilan suffisait à diriger. Mais toi, Pascal, tu as été cruel, méprisant. Tu as mis des vies en danger pour ton confort, ton ego. » Il fit un signe. 2 agents de sécurité s'avancèrent. Pascal se débattit, vociféra. Mais on l'escorta dehors. À partir d'aujourd'hui, cet atelier ferme ses portes pour rénovation complète, annonça Marcus. Tout le monde sera payé pendant les travaux. Quand on rouvrira, il y aura du nouveau matériel, une nouvelle direction. Puis, il se tourna vers Aïssata. Des gens compétents et humains. Si tu veux diriger cet endroit, le poste est à toi. Elle le fixa, stupéfaite. Pourquoi je te croirais? T'as toi-même admis que t'avais laissé faire tout ça. Tu ne devrais pas, répondit-il. J'ai mérité ta méfiance. Mais si tu acceptes, tu auras carte blanche, chaque demande validée et un vrai salaire. Le maire, encore choqué, ajouta « Mon administration nommera un inspecteur indépendant pour surveiller les travaux. » Aïssata garda le silence. Longtemps. Mais dans ses yeux, quelque chose venait de changer. Une semaine plus tard, l'ancien garage n'était plus qu'un squelette de béton. Le panneau Mecaforce avait été décroché, les murs repeints, les outils remplacés un à un. Des échafaudages encerclaient la structure comme des côtes métalliques. À l'intérieur, Aïssata étudiait des plans techniques aux côtés de Marcus. Son visage était concentré, son doigt glissant sur les schémas du nouveau système d'extraction des fumées. « Ce conduit est sous-dimensionné, fit-elle remarquer. Il nous faut au moins 30% de débit en plus si on veut éviter les intoxications. »« Approuvé, » répondit Marcus sans hésiter. « Tu vois autre chose? »« Oui. » Les autres ateliers. « Si Pascal a pu cacher tout ça, qui me dit que c'est pas pareil ailleurs? » Marcus la regarda, un sourire discret aux lèvres. « Tu penses déjà comme une directrice? »« Je pense comme une personne qui refuse que d'autres vivent ce que j'ai vécu. » Rectifia-t-elle. Vanessa entra à ce moment un dossier à la main. Voici les premiers résultats. Audit surprise sur les 8 garages. 3 directeurs régionaux viennent d'être suspendus. Elle ouvrit une page. Y figurait un titre. Nomination proposée. Aïssata Traoré, directrice sécurité et conformité, réseau national. Plein pouvoir pour fermer tout site non conforme, annonça Vanessa. Aïssata resta figée. Elle, l'ouvrière ignorée. La blessée oubliée. On lui offrait la main sur toute la chaîne. Mais la tempête n'était pas finie. Le téléphone de Marcus vibra. Appel du directeur financier, Franck Montel. « Marcus, ça devient incontrôlable. Les rénovations nous plombent. Le conseil d'administration est furieux. Il prévoit une réunion d'urgence. Tu risques ta place. »« Franck, répondit-il froidement, as-tu signé les validations truquées de Pascal? » Silence tendu. « On en discutera au conseil. »« Non. Tu viens avec ta lettre de démission ou les noms de ceux qui ont couvert ça. » Marcus raccrocha. Aïssata le regarda. « Donc, c'est pas fini. »« Non, murmura-t-il. Ça ne fait que commencer. » Car pendant qu'il reconstruisait l'atelier, un autre jeu d'ombre se déroulait ailleurs. Dans une villa cossue en périphérie, Pascal Grolet tapait sur son téléphone avec une expression cynique. Il veut tout refaire. Il croit à son héroïsme. Il faut le faire tomber. L'autre correspondant, Richard Tancred, vice-président exécutif, et homme à la tête d'un vote secret pour évincer Marcus Belcourt. Le conseil d'administration siégeait dans une salle feutrée du siège de Pinnacle Enterprise. Boiserie sombre, verre de cristal, visage fermé. Marcus Belcourt, seul au bout de la table, faisait face à 11 membres. Parmi eux, Richard Tancred. Marcus entama ce dernier d'un ton faussement posé. « Tu as pris des décisions.
unilatérale. Fermeture de site, audit non autorisé, dépenses imprévues. Tu t'es cru au-dessus du système. Marcus croisa les bras. Le système que j'ai défié tolérait le travail clandestin, les blessures dissimulées, les vies broyées. Alors oui, j'ai agi, et je continuerai. Un murmure parcourut l'assemblée. Richard leva un papier. C'est pourquoi un vote a été proposé, pour votre suspension immédiate. Il fixa Marcus. Pour excès de zèle préjudiciable à l'image de l'entreprise. La tension monta. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire circuler les bulletins, une voix coupa le silence. « Attendez !» Tous se retournèrent. Aïssata venait d'entrer, accompagnée de Vanessa et de 2 journalistes de l'Écho financier, caméra à l'épaule. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'indigna Richard. « Une conférence de presse surprise, répondit Vanessa. Et un rapport complet, ajouta Aïssata, tendant un dossier. Pinnacle, 10 ans de silence, de blessures, de profits illégaux. Les membres du conseil feuilletèrent les pages, photos, témoignages, factures maquillées, des noms, des dates, et un enregistrement audio de Pascal Grolet menaçant Aïssata après sa démission. Un frisson traversa la salle. Marcus regarda Richard droit dans les yeux. « Tu parlais d'image ? Voilà ton image. » Silence. Puis l'un des membres du conseil brisa l'équilibre. « Je propose un contre-vote. »« Pour ?» demanda Richard, blême. La nomination de Marcus à la tête du comité éthique mondial de Pinnacle et d'Aïssata Traoré comme membre exécutif. Une main se leva, puis une autre et une autre. Un raz de marée. Richard quitta la salle, humilié. Dehors, Aïssata fixa l'horizon. « Tu crois qu'on a gagné ?» demanda-t-elle. Marcus esquissa un sourire. « Non, mais aujourd'hui, on n'a pas reculé. » Tu veux connaître la suite, les vrais visages, les trahisons à venir et le passé d'Aïssata qui revient frapper à la porte? Alors abonne-toi maintenant et active la cloche. Car la justice ne dort jamais, mais ses ennemis non plus. 3 mois plus tard, un ruban rouge flottait dans le vent, tendu devant les grilles flambant neuves du centre technique Aïssata Traoré. Des caméras, des micros, des visages émus. Le public s'était rassemblé devant ce bâtiment qu'on disait autrefois maudit. Aujourd'hui, il brillait. Pas par sa façade, mais par ce qu'il représentait. Sur l'estrade, Aïssata tenait une paire de ciseaux. « Ce centre, commença-t-elle, la voix claire, est dédié à ceux qui ont appris à réparer avec des outils cassés, à ceux qui ont survécu à la négligence, au mépris, au silence, et qui, malgré tout, ont continué à construire. » Elle coupa le ruban sous les applaudissements. Derrière elle, un mur portait la photo d'un homme souriant devant un petit garage en tôle. Le père d'Aïssata. Son rêve, écrasé par une acquisition jadis faite par Marcus. Le symbole était fort, la boucle bouclée. À l'intérieur, la première promotion de jeunes apprentis recevait ses mallettes d'outils. Tous issus de quartiers oubliés, de familles invisibles. Parmi eux, les 2 fils d'Aïssata. Des larmes brillèrent dans ses yeux lorsqu'ils mirent leur veste de mécanicien, floquée au dos. Formés pour réparer, prêts à diriger. Dans le hall, Marcus regardait le tout avec émotion. Un reporter l'interrogea. « Monsieur Belcourt, qu'est-ce qui vous a fait changer de cap ?» Il montra le portrait de son père au mur, à côté de celui d'Aïssata. « Mon père m'a appris à respecter ceux qui ont les mains dans la graisse, et Aïssata m'a appris que la vraie puissance, ce n'est pas dans les chiffres. C'est dans la justice. » Quelques jours plus tard, dans son petit appartement, Pascal Grolet regardait l'inauguration à la télévision. Il n'avait plus de travail, plus de réseau, ses procès avaient été rejetés. Et ironiquement, aucun garage n'acceptait désormais d'embaucher un homme accusé de négligence criminelle. Même pas pour nettoyer les sols. Le lendemain, un journaliste d'investigation publia un article intitulé « L'Empire réparé, comment une mécanicienne a changé toute une industrie ». Le papier devint viral. La chaîne Mecaforce, devenue Belcourt Solutions, fut sollicitée dans tout le pays pour son nouveau modèle de formation, de sécurité et de promotion sociale. Dans son nouveau bureau, Aïssata reçut un message, une vidéo. Son fils aîné, interviewé. « Ma mère m'a appris que peu importe ce qu'il te brise, c'est ce que tu construis à partir des morceaux qui te définit vraiment. » Elle essuya une larme et sourit. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a parlé. Alors, n'attends pas, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Parce qu'on a besoin d'histoires comme celle-ci. Des récits qui montrent que même dans les systèmes les plus rouillés, il y a des femmes et des hommes prêts à tout changer.
et que parfois, il suffit d'un outil ou d'un cœur pour réparer un empire.